Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir d'animer la dernière séquence du Common Nord qui est consacrée à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle porte en elle des mythes, des appréhensions véhiculées bien souvent par la littérature et le cinéma. C'est Skynet qui prend le pouvoir, c'est le soulèvement des machines. Donc on va essayer, au cours de ces trois keynotes et la table ronde qui suivent, d'aller un peu plus loin, d'essayer de comprendre un peu ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'elle peut apporter au marketing et à la communication. Donc dans un premier temps, pour la première keynote, j'ai le plaisir d'appeler sur scène Monsieur Jean-Claude Hédin de l'Institut Internet et Multimédia. Bonjour à tous. Alors, j'essaye de voir ce qui est projeté. Vous voyez des... Ah, super. Donc voilà, je suis directeur de l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Je suis aussi professeur et chercheur en IA. Donc je suis un praticien de ces technologies. Et en particulier, je m'intéresse beaucoup à ce domaine, mais pas simplement aux aspects techniques. Donc j'ai publié un ensemble d'ouvrages, mais aussi aux aspects culturels et tout ce qui est sous-jacent à ça, enfin culturel, sociétal, etc. Donc je vous recommande en particulier mon dernier bouquin, c'est l'instant pub, qui s'appelle Comprendre le deep learning, puisqu'on en parle beaucoup actuellement. Qui n'a pas entendu parler du deep learning aujourd'hui et de son impact sur le marketing? Tout le monde en a entendu parler? Non. Si. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble, quelle est la réalité et quels sont les mythes parfois qui se cachent derrière cette discipline. Donc on va remonter un petit peu dans le temps, dans un premier temps. Vous savez que ces derniers temps, il y a eu énormément de communication sur le sujet. Voilà, vous avez certainement vu dans la presse tout un ensemble d'articles qui se sont succédés, avec plus ou moins anxiogènes, certains qui parlaient déjà de la fin de l'humanité, d'autres qui parlaient potentiellement d'un impact sur l'emploi extrêmement important. Ça continue à être d'ailleurs le cas souvent dans la presse. Et puis un certain nombre de personnalités qui sont levées, donc Elon Musk, Stephen Hawking, Bill Gates lui-même, qui ont commencé à annoncer qu'il fallait que finalement cette IA un jour risquait de nous poser beaucoup de problèmes. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que depuis le début de l'intelligence artificielle, cet aspect je dirais, négatif est présent, en particulier en Occident, culturellement, depuis Frankenstein, on est habitué à avoir un petit peu une angoisse au niveau des technologies. Donc on va essayer ensemble de remonter un petit peu, essayer de comprendre quels sont les mythes et un peu la réalité de ce domaine. Donc le fondateur réel, le père de l'intelligence artificielle, c'est un monsieur dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle Alan Turing, et qui a travaillé à Bletchley Park, je dirais en Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a participé au décryptage du code Enigma, et donc qui a fait pencher la balance, je dirais, du côté du bon côté. Et c'est aussi en quelque sorte le père de l'ordinateur, puisqu'il a formalisé quelque chose dont vous avez peut-être également entendu parler, qui s'appelle la machine universelle de Turing, qui n'est ni plus ni moins que le modèle formel de l'ordinateur. Donc c'est vraiment, avec John Feynman aux États-Unis, un des pères fondateurs de l'informatique, de l'ordinateur tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Mais il a aussi publié dans les années 50 une série d'articles et qui, en fait, ont établi les bases de l'intelligence artificielle. À partir du moment où on imagine qu'on a une machine à qui on donne un programme et qui est capable de simuler à peu près tout ce qu'on peut imaginer, eh bien lui, assez vite, il s'est rendu compte que si on pouvait donner à cette machine un programme qui simulait l'intelligence humaine, eh bien on aurait une machine intelligente. Donc c'est un peu ce raisonnement qui l'a conduit dans ses articles à annoncer en quelque sorte le projet de l'intelligence artificielle tel qu'il est venu. Malheureusement, ce brillant scientifique est décédé en 1954, donc c'était
4 années après un article prophétique qu'il a publié en 1950 sur ce sujet. Mais d'emblée, un certain nombre de chercheurs ont continué à travailler dans cette direction. Et en 1957, 56 pour la déclaration de la première fois qu'est utilisé le terme intelligence artificielle. Et là, on voit... alors, c'était pas à l'époque. Là, c'est quelques années bien plus tard pour la commémoration. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, en particulier récemment Marvin Minsky, qui est au milieu, et qui est décédé, qui est un des pères fondateurs donc, de cette première conférence en 1956 sur l'intelligence artificielle et qui dresse vraiment l'envolée et le programme de ce que sera cette discipline. Alors, dès le début, dès 1957, parmi ses fondateurs, en particulier Herbert Simon, eh bien, on part dans un espèce de délire de prédiction fantasmatique. Et une des prédictions, parmi les nombreuses qui ont été faites, c'est que dans 10 ans, donc on est en 57, donc en 67, eh bien, un ordinateur serait champion du monde d'échecs. Alors à l'époque, il y a ceux qui disent wow, ça nous fout un peu la trouille, tout ça. Et puis il y en a d'autres qui disent non, c'est pas possible. Toujours est-il qu'effectivement, en 1967, un ordinateur n'est toujours pas champion du monde d'échecs. Mais, comme vous le savez tous, eh bien, en 1997, Garry Kasparov est battu par Deep Blue, un programme spécialisé pour jouer aux échecs. Et donc la prédiction un peu fantasmatique de 1957 se réalise finalement, mais avec 30 années de retard, 30 années de décalage. Donc c'est un petit peu toute l'histoire de l'IA, ça. Des prédictions fantasmatiques à un moment donné, mais quand même des choses qui se réalisent au bout d'un certain temps. Alors, par la suite, ça va continuer. Donc l'intelligence artificielle va avoir un certain nombre d'hivers et d'étés. Donc au début, il y a une euphorie. Ensuite, très rapidement, une dizaine d'années après, eh bien, les choses se gâtent. On parle d'un premier hiver où personne ne croit plus à l'intelligence artificielle. Il faut attendre les années 1980 pour voir réapparaître un nouvel âge d'or. C'est celui des systèmes experts. Et puis, après les systèmes experts, dans les années 80, un nouvel hiver. Et là, récemment, on a un nouvel été. C'est plus qu'un été, c'est torride, c'est le réchauffement climatique. Là, il y a des prédictions qui deviennent, bon, je vous en ai parlé un petit peu au début, qui vont jusqu'à l'extinction de l'humanité, puisqu'une intelligence artificielle, en 2045, prendrait en main la destinée humaine. Et finalement, alors selon les pessimistes, on mourrait tous dans l'atroce souffrance. Pour les plus optimistes, eh ben, nos soucis seraient terminés, et puisqu'on aurait une super intelligence qui serait capable dès lors de résoudre tous les problèmes qu'on a, et Dieu sait ce qu'on en a beaucoup. Donc pourquoi un tel engouement? Ce n'est pas parce qu'il y a une super intelligence aujourd'hui, c'est parce qu'il y a vraiment une césure qui s'est réalisée au cours des années 2010. Déjà un premier événement en 2011, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est après avoir cette histoire, cette aventure de IBM Deep Blue qui bat le champion du monde d'échecs, eh bien, quelques années après, IBM se lance sur un nouveau programme qui s'appelle le programme Watson, rien à voir avec Sherlock Holmes. C'est le nom du premier CEO d'IBM. Donc voilà, ils lancent le programme Watson, et leur but là, eh bien, c'est de développer une technologie qui va battre, qui va concourir au jeu Jeopardy, qui est une véritable institution aux États-Unis, et donc qui est vraiment un problème de culture générale. C'est l'équivalent français, c'est question pour un champion. Donc on donne des informations et il faut trouver la réponse. Et le premier qui buzz sur le gros bouton rouge, eh bien, il répond, et s'il répond correctement, il gagne une somme d'argent. S'il répond de travers, eh bien, il perd une somme d'argent. Et évidemment, c'est une institution aux États-Unis. Eh bien, en 2011, pour la première fois, IBM Watson bat à plat de couture tous les champions à Jeopardy. Et donc, c'est une véritable révolution, et puisque là, il ne s'agit plus d'un jeu purement combinatoire, comme les échecs, mais de répondre à des questions en langage naturel, des questions de culture générale, qui est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, etc., plein de choses. Il peut y avoir de l'humour même à l'intérieur. Et donc, Watson bat et remporte le grand prix d'1 million de dollars. Et à cette époque-là, donc une espèce de moment important où on se dit, bah, finalement, toutes les prédictions de l'IA, peut-être qu'elles sont en train de se réaliser.
Un autre moment important, c'est 2012 avec Google qui, alors ça a l'air de faire un petit peu rigoler comme ça cette prédiction, avec Google qui réussit avec un réseau de neurones d'une certaine taille à reconnaître les chats. Les chats, vous savez qu'ils ont une grande importance sur YouTube, et sur Internet et donc en marketing. Les chats, c'est vachement important. Si vous voulez faire des vues ou des likes sur Facebook, il faut mettre des chats. Hein. Ça, c'est une recette importante. Donc, pour la première fois, un réseau de neurones artificiels est capable de reconnaître d'une façon très efficace, plus de 99%, les chats dans les vidéos. Et si ça reconnaît des chats, ça veut dire que la technologie, on peut apprendre à ces systèmes à reconnaître un petit peu près ce qu'on veut. Donc, on pourra parler des applications, mais typiquement, ça veut dire que à terme, on pourra reconnaître les objets qui sont dans les images, les personnes qui sont dans les images, les émotions qu'ils ont au moment où elles sont présentes dans ces images. Évidemment, le dernier tremblement, chose importante, c'est en mars de l'année dernière, 2016, c'est AlphaGo, donc un programme créé par DeepMind, une filiale de Google, et qui bat le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs au monde, celui qui est, en tout cas à cette époque-là, de Go. Alors pourquoi ça sonne un petit peu de façon importante, cette histoire-là? Parce que le Go a été très longtemps jugé comme quelque chose d'impossible pour une machine. Il y a une combinatoire, c'est un nombre de cas explorés qui est absolument impossible à faire d'un point de vue... on appelle brute force, c'était même avec une grosse puissance de calcul, très importante, il n'y aurait pas d'ordinateur assez puissant sur la planète pour y arriver. Et donc, le joueur de Go, il a donc toute son expérience, toute son intuition pour arriver à jouer, et donc c'est un problème jugé extrêmement compliqué pour créer un programme artificiel. Et néanmoins, donc en mars 2016, un programme d'intelligence artificielle basé sur des réseaux de neurones réussit à battre à plusieurs fois de suite Lee Sedol, le champion du monde en titre. Évidemment, à ce moment-là, on voit les titres, hein, le dernier bastion de l'intelligence humaine est tombé, etc. Et on se dit, mais jusqu'où ça va s'arrêter? Donc on peut se poser cette question, c'est celle qu'on va se poser ensemble. Déjà, pour resituer un petit peu le contexte, parce qu'on parle beaucoup de deep learning, hein, et on a plutôt tendance à comprendre que c'est toute l'intelligence artificielle. Pas du tout. Vous avez la recherche en informatique. À l'intérieur, vous avez un domaine de recherche qui s'appelle l'intelligence artificielle. À l'intérieur de l'intelligence artificielle, vous avez une partie dont vous avez probablement entendu parler qui s'appelle le machine learning, c'est-à-dire toutes les technologies, tous les algorithmes qui permettent à une machine d'apprendre par elle-même. Et à l'intérieur de ces techniques de machine learning, vous avez un sous-domaine encore qui s'appelle le deep learning. Et là, qui s'adresse à tous les réseaux de neurones, à une certaine catégorie de réseaux de neurones. Donc on voit que c'est en fait un domaine relativement restreint, mais qui a eu une ampleur médiatique extrêmement importante du fait de ces résultats. Donc, quelle est l'idée de ces réseaux de neurones dans le deep learning? C'est de mimer finalement les neurones du cerveau, mais de les mimer d'une façon relativement simple. Hein. Les modèles sont relativement... clac, voilà. Alors, on ne va pas faire de mathématiques, je vous rassure tout de suite, mais très rapidement, à quoi ressemble un des neurones de ces machines? C'est une sorte de petit automate qui a plusieurs entrées. Alors au départ avec des 0 et des 1, hein, le modèle il date de 1943, donc il n'est pas récent. Donc, et on met des 0 et 1, et puis on multiplie chaque 0 ou 1 par un coefficient qui va représenter en fait la force du signal qui arrive sur notre neurone. On fait la somme de ces signaux, et si ça dépasse un certain seuil, le neurone sera un 1 ou il sera un 0. Donc vous voyez que c'est un automate relativement simple. Et la force de cet automate, c'est qu'en mettant un certain nombre en couches et en construisant des réseaux, on va retrouver certaines capacités du cerveau. Quelle capacité du cerveau on va retrouver? C'est reconnaître des formes. Alors des formes qu'on lui a apprises, en particulier en réglant tous ces petits paramètres. Et deuxièmement, on va pouvoir lui apprendre, du coup. Ça va être le processus d'apprentissage qui permet de régler ces petits paramètres. Si on lui présente un chat, au début, il sort n'importe quoi. Mais en corrigeant les petits poids
là, sur le neurone, eh bien, on va arriver à lui faire sortir la bonne valeur. Et en itérant ce principe, qui est très long, hein, eh bien, on arrive à faire en sorte que le réseau, quand on lui présente une image de chat, eh bien, il dit « oui, c'est bien un chat » ou « non, c'est pas bien un chat ». Et même si le chat est un petit peu déformé, c'est-à-dire que la deuxième caractéristique importante de ces réseaux, c'est ce qu'ils sont capables de généraliser. Hein, si on présente des images qui ressemblent à peu près, il saura quand même reconnaître un chat. Et les réseaux qu'on construit sont encore relativement simples. En tout cas, dans le deep learning, ce sont des réseaux très réguliers, avec des couches de neurones qui sont entièrement, quasiment connectées les unes aux autres, jusqu'au moment où on obtient la sortie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, je vous disais, le modèle date de 1943. Pourquoi pendant des années ça ne marchait pas bien? Parce qu'on ne savait pas apprendre à ces machines correctement. Et il a fallu attendre 2012 pour arriver finalement à apprendre correctement à ces machines, à reconnaître en particulier à peu près tous les objets. Donc vous voyez sur ce diagramme, hein, avant 2010, on est en gros à moins de 50% de réussite. C'est-à-dire jusqu'à cette époque-là, quand on apprenait un réseau de neurones, eh bien, un coup sur deux, il se trompait. Donc évidemment, pour faire des applications, ça c'est pas terrible. Hein. Mais à partir, vous voyez, de 2012, eh bien, on passe au-dessus des 90%. Et aujourd'hui, on a des taux de réussite de 99%. Donc ça veut dire que lorsqu'on apprend nos réseaux à reconnaître un certain nombre d'objets, eh bien, il a quasiment notre taux de réussite en reconnaissance. Et donc ce qui les rend aujourd'hui utilisables dans un bon nombre d'applications. Alors pourquoi on n'y arrivait pas avant et pourquoi on y arrive maintenant? Pour trois raisons. Un, on a découvert un certain nombre de principes qui permettent d'apprendre à des réseaux avec beaucoup de couches. C'est pour ça qu'on utilise le terme deep learning, apprentissage profond. Hein, profond, ça fait référence au nombre de couches de neurones qu'on met dans le système. Et pour attaquer des applications complexes, eh bien, on peut intuitivement comprendre qu'il va nous falloir un certain nombre de couches, et donc on a intérêt à savoir leur apprendre. Mais surtout, eh bien, on s'est aperçu qu'il ne fallait pas simplement sélectionner des données d'apprentissage qui étaient particulièrement léchées, préparées, etc., mais il fallait donner au contraire beaucoup de données au réseau pour qu'il réussisse. Donc, ça, c'est un deuxième point important. Et dans le même temps, on s'est rendu compte, que ça demandait énormément de temps, avec des puissances de calcul qui n'étaient pas accessibles, que les cartes graphiques des ordinateurs, les fameuses GPU, eh bien, nous permettaient d'accélérer ça d'une façon extrêmement notable. Et c'est vraiment la conjonction de ces trois choses-là, hein, de nouvelles techniques d'apprentissage, l'accès à des données de façon importante et le fait qu'on va leur donner l'accès à un grand nombre de données, à ces réseaux, et la capacité de faire de l'apprentissage justement avec ces cartes graphiques qui vont accélérer les choses. Avant, il fallait des semaines pour apprendre une image. Aujourd'hui, ça se fait en quelques minutes. Donc on voit toute la différence qui donne les résultats qu'on voit aujourd'hui. Du coup, ça a déclenché une vague d'applications vraiment dans tous les domaines. Là, je vous ai résumé uniquement les principaux. C'est ce qui permet aujourd'hui d'envisager des voitures autonomes. Hein, des voitures avec un conducteur. Donc le conducteur autonome, là, l'espèce de robot qui va conduire la voiture, ce n'est pas quelqu'un qu'on a programmé, ce sont des réseaux de neurones qu'on a appris à partir des datas qu'on a recueillies sur des gens qui conduisent. Hein. Évidemment, les agents intelligents personnels. Hein, là, on a une grande importance aujourd'hui de développement, en particulier des chatbots et des agents intelligents. Hein. Il y a beaucoup d'applications qui se développent dans le commerce. On en est au tout début. Vous avez probablement entendu parler d'Alexa, de Siri, évidemment. Et donc la prochaine vague, c'est faire du commerce sur cette nouvelle plateforme. Évidemment, dans les plateformes de manufacturing, hein, d'industrialisation, là, ça nous permet. Et la santé sont les principaux domaines. Mais je garde le meilleur pour la fin. Un des plus gros impacts prévus, c'est pour le marketing. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de données et que ce sont généralement des problèmes complexes et donc être capable de faire des prédictions sur ces données, d'apprendre et de découvrir des profils, des patterns dans les données qu'ont les entreprises, eh bien, c'est un des sujets aujourd'hui parmi les plus importants dans le domaine du deep learning. Et ça fonctionne.
Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce qu'auparavant, lorsqu'on voulait créer un modèle, quand on voulait créer un programme, il fallait avoir un modèle du processus. Il fallait comprendre son processus pour obtenir un résultat et le programmer de cette manière-là. Aujourd'hui, avec le deep learning, on n'a plus forcément besoin de comprendre le problème. Il faut simplement avoir des... Enfin, simplement entre guillemets, hein, il faut avoir des données sur ce système-là et connaître en gros ce qu'on cherche d'une certaine manière. Et à ce moment-là, on peut apprendre au réseau. Donc ça veut dire que tout ce qu'on ne savait pas en gros faire auparavant, parce qu'on ne connaissait pas le modèle, aujourd'hui, avec ces technologies, on peut commencer à les attaquer à partir du moment où on a un accès aux données, évidemment. Donc l'accès aux données, les données massives, reste aujourd'hui évidemment une condition à la réussite de tels projets. Donc pour terminer, je voulais simplement diminuer un peu l'angoisse qui est autour. Vous avez probablement entendu parler de cette histoire de singularité technologique, hein, d'une IA, on en a parlé tout à l'heure, qui prendrait... Lorsqu'on trace la courbe de l'évolution de ces technologies, bon, on arrive à un moment donné à une exponentielle, et puis à un moment donné, on se dit, bah voilà, ça va dépasser l'intelligence de toute l'humanité. Personnellement, en tant que chercheur, je pense que beaucoup de chercheurs n'y croient pas, hein, parce qu'il y a un gap extrêmement important entre ce qui est possible techniquement et la réalité. Hein. Dans la nature, il y a très peu d'exponentielles, en particulier parce qu'on est limité par les ressources. Hein. Donc la croissance exponentielle d'une technologie, effectivement, à ressources infinies, on est capable et sans frein. Mais aujourd'hui, c'est impossible. La complexité est trop importante. Et donc, je peux vous assurer que nous n'aurons pas de singularité en 2045. Loin de là. Voilà, je vais en terminer là parce que sinon je vais dépasser mon temps. Juste pour terminer, c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est vraiment important, l'intelligence artificielle, et en particulier le deep learning, ouvre des voies dont on a encore un petit peu du mal à imaginer quelles vont être les conséquences, ou un peu ces angoisses qui sont là. Mais c'est à nous. Là, je terminerai par cette image. Hein. L'IA, c'est un petit peu comme la force dans Star Wars. Il y a un côté obscur et puis il y a un côté lumineux. Et c'est à nous, en l'utilisant correctement, eh bien, de rester de ce côté-là, de ne pas détruire l'emploi et puis de l'utiliser au contraire pour eh bien, améliorer le monde de demain. Voilà, je vous remercie.